La Fédération des associations islamiques consulte la classe politique sur leur idée du Sénat et tente d'amener les protagonistes à trouver des points de convergence pour l'intérêt général. Situation de la campagne agricole dans les Hauts-Bassins, le Premier ministre va à l'information dans les champs. Il consulte les techniciens sur les difficultés de la campagne aux producteurs. Il apporte les encouragements du gouvernement à réaliser les objectifs fixés pour cette campagne. Et puis, il a racheté les hôtels de RAN Hôtel et de nombreuses autres sociétés d'État. Un véritable capitaine d'industrie burkinabé qui cultivait une forte discrétion. Son nom, Salif Ouedraogo, plus connu sous l'appellation de Salif Diré. L'homme a tiré sa révérence à l'âge de 74 ans. Madame, Monsieur, bienvenue aux actualités sur la RTB. Nous ouvrons donc ce journal par la page politique. La Fédération des associations islamiques veut se faire une idée des tenants et des aboutissants de la mise en place du Sénat au Burkina. Elle a entendu aujourd'hui les différentes parties, les pro-Sénat et les anti-Sénat, au-delà d'une simple audience pour entendre les arguments des uns et des autres. La Fédération a voulu exhorter les protagonistes politiques à trouver des points de convergence pour l'intérêt général. Le reportage est signé de Sali Nana. Sur invitation de la Fédération des associations islamiques du Burkina, les deux partis, l'opposition burkinabé et la majorité, ont eu chacune 1h30 pour se faire entendre et argumenter sa position sur la mise en place du Sénat. Pour l'opposition, il ne s'agit pas de faire des amendements ni des retouches. Il faut purement et simplement arrêter le processus de création de la deuxième chambre. Nous voulons un Burkina Faso de paix, un Burkina Faso où il y a la solidarité, il y a l'unité, un Burkina Faso où il fait bon vivre. Nous pensons leur avoir passé le message essentiel. Le Sénat, il n'est pas opportun, ce n'est pas la peine qu'on insiste à l'imposer. Et nous avons dit que, quel que soit le résultat que le comité de suivi et d'évaluation va déposer au chef de l'État, l'opposition reste et demeure ferme sur sa position. Le Sénat doit être expurgé de notre Constitution. La majorité a quant à elle fait savoir à la Fédération islamique qu'elle est à cheval sur la mise en œuvre du Sénat, telle que recommandée par les assises nationales et le cadre de concertation sur les réformes politiques. La majorité, à l'heure actuelle, après avoir entendu l'appel du président du Faso, s'attelle à des concertations au sein de toutes les composantes qui ont pris part aux assises et au CCRP pour trouver des consensus pour mettre de façon effective en place le Sénat. Nous leur avons dit que nous sommes derrière le président du Faso pour que les choses se fassent en ordre au Burkina Faso et que la paix demeure. Après avoir entendu ces deux camps politiques qui s'opposent à la question du Sénat, la Fédération des associations islamiques leur a prodigué des conseils et compte multiplier ce genre d'initiatives pour l'intérêt général du pays. Nous allons dans le sens de l'intérêt général de la communauté qui ne peut pas être un intérêt hostile à l'intérêt général de la nation. Ça veut dire que nous prenons des positions qui sont des positions de conciliation, de mise en commun des idées pour faire avancer. Notre rôle n'est pas un rôle de partisan. Nous sommes là pour mettre les forces de la communauté au service de la conciliation entre les camps en présence pour que, quelle que soit l'issue de ce débat sur le Sénat, qu'il y ait Sénat ou pas, notre maison commune, le Burkina Faso, reste debout pour le bien de tout le monde. La Fédération des associations islamiques du Burkina a également encouragé les protagonistes dans l'exercice des libertés démocratiques à rechercher des points de convergence pour que la paix règne au Burkina Faso. Valère Sommet revient sur la scène avec le comité d'action pour le peuple, un mouvement qui met le cap pour une alternance démocratique pacifique au Burkina Faso. Le mouvement a tenu sa première conférence de presse, le compte-rendu de Pélagie Bembernomé Sawadgo. Les membres du comité d'action pour le peuple CAP veulent donner plus de visibilité à leur structure. Face aux journalistes, ils donnent leur vision. Nous en appelions notre peuple à se mobiliser pour combattre l'institution d'une dynastie au Burkina Faso. Refuser toute révision ou modification de l'article 37 de notre constitution allant dans le sens de la pérennité du pouvoir de Blaise Compaoré.
Créé le 23 avril dernier, le Comité d'action pour le peuple regroupe des partis politiques et des organisations de la société civile. Son ambition est de se constituer en structure de veille pour la défense des valeurs et des libertés démocratiques. Ce qui est un peu nouveau aussi, au niveau du CAP, c'est qu'on veut se constituer en une sorte d'observatoire des libertés démocratiques, des valeurs démocratiques, quel que soit ce qui va arriver en 2015. Nous avons une prévision au-delà de la simple échéance de 2015. Cette première rencontre avec les hommes de médias a permis au CAP de se prononcer sur des sujets d'actualité comme la crise universitaire, l'institutionnalisation du Sénat et la situation en Égypte. À Bobo Dioulasso, le chef de bataillon Eli Tarpaga reçoit le commandement du 20e régiment de commandement d'appui et de soutien. Le nouveau chef de corps a été nommé le 28 juillet dernier. Il remplace à ce poste le colonel Olo Palé, appelé à d'autres fonctions. Le reportage de Siriki Milogo et de Wigia Rokia Sanou. Par le président chef de bataillon Tarpaga Eli, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera. Par ces mots, le commandant de la 2e région militaire, le colonel Raboinga Kaboré, investit officiellement le chef de bataillon Eli Tarpaga dans ses fonctions de chef de corps du 20e régiment de commandement d'appui et de soutien. Ce nouveau chef de corps qui remplace à ce poste le colonel Olo Alain Palé, appelé à servir à Abuja au Nigeria, dit placer son commandement sous le signe de la continuité. Nous avons beaucoup à faire. Il faut revaloriser beaucoup de choses et naturellement se faire comprendre. Sans effort, on ne peut pas réussir convenablement les missions militaires. Donc il faut se donner à fond, d'où vaincre par l'effort. Le 20e régiment de commandement d'appui et de soutien est composé de 4 compagnies avec pour mission l'administration des personnels de l'état-major de la 2e région militaire et des services régionaux, ainsi que l'appui des régiments de combat. Je suis fier d'être nommé à la tête d'un régiment comme celui-ci et j'espère qu'avec le concours de tous, je pourrai mener à bien ma mission. Le nouveau chef de corps du 20e régiment de commandement d'appui et de soutien est né en 1965 à Poupéla. Admis à l'école nationale de gendarmerie révolutionnaire puis à l'académie militaire Georges Namoiano, il est aujourd'hui titulaire de plusieurs certificats et diplômes, dont un diplôme d'état-major. Le chef de bataillon Eli Tarpaga a participé à des missions de maintien de la paix et a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Marié, il est père de 2 enfants. Le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels se fait du souci pour le métier d'orpaillage qui fait face aujourd'hui à d'énormes difficultés. La question de l'attribution du permis d'exploitation pose souvent des difficultés et débouche souvent sur des conflits entre orpailleurs artisanaux et les détenteurs du permis d'exploitation. Quelle stratégie mener pour assurer un bon fonctionnement des activités des orpailleurs? C'est la question pour laquelle le syndicat a convoqué ses membres en assemblée générale. Le reportage de Oumou Sissé. Ces orpailleurs sont venus de toutes les régions du Burkina à l'appel de leur syndicat. Ils vont au cours de cette assemblée générale discuter des problèmes qui minent leur secteur d'activité. La non-implication des organisations des orpailleurs dans la prise de décision concernant le domaine minier et l'intervention des forces de l'ordre sur les sites aurifères sont selon le syndicat autant de difficultés qu'ils rencontrent. Nous rencontrons beaucoup de difficultés et la principale concerne les permis d'exploitation. On demande au gouvernement de se pencher sur la question. L'Assemblée nationale qui a mis en place une commission d'enquête parlementaire chargée des questions d'orpaillage. On espère qu'ils trouveront de meilleures solutions à nos problèmes. Quelle stratégie mener pour le bon fonctionnement des activités des orpailleurs? C'est le thème de cette assemblée générale. Assemblée générale qui leur permettra de formuler des recommandations en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce sera aussi l'occasion pour eux de passer en revue les actions à mettre en place pour leur participation au développement du pays. Il existe plus de 300 sites à travers tout le pays et ce sont environ 2 500 000 personnes qui vivent de l'orpaillage.
Les responsables des chantiers financés par le Millennium Challenge et comptes sont interpellés sur leurs responsabilités vis-à-vis de leurs travailleurs et vis-à-vis de l'environnement. La sécurité des travailleurs, la prise en compte de certaines normes environnementales doivent être prises en compte dans l'exécution des travaux. Comment le faire? Ils ont été bien outillés pour cela à Banfoura, Amadou Lougué et Widia Rokia Sanou. La santé des personnes, la sécurité au travail ainsi que la préservation de l'environnement et des ressources naturelles constituent des valeurs clés pour le Millennium Challenge et Count MCA. Et dans l'exécution de son programme dénommé Compact, il exige le respect strict de la réglementation, notamment en ce qui concerne la sécurité du travailleur sur le chantier. En réunissant les entreprises responsables des travaux qu'il finance, le MCA veut donc renforcer leurs capacités pour une meilleure gestion des aspects environnementaux et sécuritaires. Alors nous voulons tenir cette rencontre à l'endroit donc de toutes les entreprises qui travaillent dans le chantier pour expliquer qu'il y a nécessité véritablement de respecter, en ce qui concerne le MCA, donc de respecter toute la procédure et tout ce qui est dans les cahiers de charges en matière, en tout cas, d'hygiène, de sécurité et d'environnement sur les chantiers. L'initiative du Millennium Challenge et Compte est vivement appréciée par les premiers responsables de la commune de Banfoura, une commune qui a bénéficié de nombreuses actions du MCA. Que cette voie Banfoura-Sendou, aujourd'hui, à la fin de ce projet, nous pensons que c'est encore un rêve. Un rêve pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, prendre cette route, vraiment c'était une autre paire de manches. Et à l'issue de cet atelier, les participants devraient être à même de mieux cerner l'importance de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur les chantiers de construction. Ce fut également l'occasion pour ces responsables d'entreprise de partager leurs expériences en la matière. Au Burkina, c'est un véritable capitaine d'industrie qui disparaît à la personne de Salif Ouedraogo, plus connu sous le nom de Salif Déré. Il était le patron de nombreuses sociétés de la place. Il s'est distingué par sa grande discrétion. Sylvestre Da s'est intéressé à l'homme, à son parcours. Voici son reportage. Il était d'une grande discrétion et pourtant l'homme était à la tête d'une immense fortune. Salif Déré, ici en image, s'est éteint le vendredi 16 août dernier à Paris, en France, des suites de maladies. Déré, ça c'est une ville qui est un peu 25 km ou 30 km de Ouaïouia. Mais chaque hivernage, son père s'en va là-bas, cultiver. Pendant saison 16 maintenant, qu'il revient encore dans son cours à Ouaïouia. Et puis voilà pourquoi Salif aussi a pris Déré. Il doit être né même à Déré. Amadou Ouedraogo se rappelle encore des circonstances dans lesquelles lui et son ami d'enfance, Salif Ouedraogo, ont décidé de s'appeler l'un Amadou Bangrin et l'autre Salif Déré. Tout comme il se souvient comment ils sont partis de rien pour faire fortune. Avec la disparition de Salif Déré, le Burkina perd un poids lourd du monde des affaires. Né dans le Yatenga en avril 1939, Salif Déré est envoyé dès l'âge de 7 ans dans les écoles coraniques à Ouagadougou puis au Ghana. À l'adolescence, il décide de s'investir dans le commerce des pièces détachées d'automobiles. Depuis qu'il a commencé, il fait ça seulement. Bon, après, je ne peux pas vous donner les dates qu'il a fait, mais je vois ce qu'il a fait. Bon, après, il a laissé les pieds détachés pour entrer l'histoire des pétroliers. Bon, l'histoire des pétroliers, là maintenant, j'avais une date qui fait 1970, qu'il est dans les pétroliers. Il fait de farine, il fait de riz, il commande beaucoup de matériel pour vendre. Au début, moi j'étais toujours au Yatenga, je n'ai pas encore venu ici. Bon, il fait ça jusqu'à, il a laissé gérance des pétroliers, il continue avec des camions citernes qui l'amènent les produits à Bidjan, Ouaga, souvent nommé à Ouaga. La fortune de Salif Déré se chiffre aujourd'hui en milliards. Une fortune bâtie en investissant dans l'import-export, la création d'entreprises et dans l'immobilier. Il faut dire que Koulouba, il a 2 immeubles là-bas. Les banques of Africa même, il a son bâtiment. Il y a l'hôtel de Ran, Ouagadougou, il y a l'hôtel de Ran à Bobo. En même temps, on a une société, Pile Willery, qui a Bobo, c'est lui qui a majorité
là-bas aussi. Il fait actionnaire aussi de SAP, l'usine qui fabrique des pneus là-bas. Il est actionnaire là-bas aussi. Actuellement, il fait toujours le transport de l'hydrocarbures et il a des parts dans beaucoup de sociétés. Il fut le premier burkinabé à s'intéresser à l'industrie dans les années 80. Nombreux sont les Burkinabés qui invoquent le nom de Salif Déré sans le connaître physiquement. Ils participaient rarement aux manifestations, fuyaient les projecteurs et privilégiaient les retrouvailles avec ses amis, ses frères et en famille. Il nous a enseigné l'humilité à tous ses enfants, d'être humble, d'être discret et de bien travailler, d'être honnête et d'éviter le mensonge et le vol. C'est ce qu'il nous a toujours enseigné. Et je pense que si nous suivons son exemple, on ne peut pas réussir. Salif Déré était un membre influent de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et pendant longtemps, il a été président du club des hommes d'affaires franco-burkinabais. Il est décoré de la médaille de grand officier de l'ordre du mérite. Le Premier ministre visite les champs pour voir l'évolution de la campagne agricole. Il est accompagné dans sa tournée par les ministres en charge du développement rural. Les secteurs agricoles et pastoral connaissent globalement des fortunes diverses dans la région des Hauts-Bassins et particulièrement dans le Tui. Le constat de Sanoua Christine Koulibaly. Abandonner d'abord, charrues et autres outils de travail pour accueillir un hôte de marque. Un hôte qui a par moments bravé la pluie pour se rendre compte de la réalité du terrain, tant dans le domaine de l'agriculture que de l'élevage. Première étape de ce périple, cette ferme laitière de Sogosagasso. Ici, Mohamed Condé, avec 51 têtes de bovins, fait un chiffre d'affaires de plus de 6 millions de francs CFA par an. C'est une personne qui faisait de l'élevage extensif. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que vraiment avec la pression foncière, c'était devenu difficile. Donc il a réorienté ses activités pour faire maintenant un peu de l'élevage intensif. Et surtout, il fait de l'insémination artificielle, donc, qui permet, avec une cinquantaine de vaches, et il produit, je crois, une quantité de lait importante, 80 litres de lait par jour. Alors donc, ce genre d'unité, il faut vraiment les encourager. Un esprit qui prévaut de plus en plus dans le domaine de l'agriculture avec l'aide des chercheurs. Et le constat qui se dégage dans les Hauts-Bassins est que la présente campagne agricole évolue en dents de scie avec une installation précoce dès le mois d'avril, une suspension puis une reprise des pluies dont les quantités varient entre 422 mm et 749. À la date d'aujourd'hui, nous avons même arrêté des quantités d'eau qui sont la plupart supérieures à celles qu'on a enregistrées la campagne passée à la même période. Mieux, nous avons assisté en tout cas à des pluies très réparties dans le temps et dans l'espace. Le dosage est vraiment ce que convient aux différentes cultures mises en place. La conséquence directe, c'est que vous assistez à un bon développement végétatif de l'ensemble des cultures. De bons auspices donc pour la réalisation des objectifs de la présente campagne qui sont de l'ordre de plus d'1 million de tonnes de céréales. Les acteurs régionaux du développement rural ont eu l'occasion de poser leurs préoccupations au Premier ministre. Si elles sont prises en compte, les Hauts-Bassins s'en trouveraient ragaillardis dans la position de leader que la région occupe dans plusieurs filières agricoles et pastorales. Le compte rendu toujours de Sanoua Christine Koulibaly. Ce face-à-face entre le chef du gouvernement et les acteurs du monde rural des Hauts-Bassins a permis aux deux parties de faire le point de la campagne agricole au niveau régional et de l'état d'exécution des programmes d'activité dans 3 secteurs: l'élevage, l'environnement et l'eau. Si les indicateurs sont au vert dans le domaine de l'agronomie, la pluviométrie et la sécurité alimentaire, de nombreuses préoccupations demeurent cependant. Des préoccupations qui, de l'avis des producteurs, sont prises en compte, permettront d'intensifier et de diversifier la production agricole. Les questions de semences et des questions d'intrants sont revenues. Nous notons avec satisfaction que le niveau donc, de production et d'utilisation des semences est de plus en plus important, de même les engrais, mais il reste tout de même des questions qui se posent quant à la qualité des semences, quant à leur disponibilité. Vous prenez par exemple la région des Hauts-Bassins, les besoins en termes d'engrais
se chiffre à peu près à 20 000 tonnes. Or, on en a pu distribuer qu'à peine que 3 000. Donc, vous voyez, c'est à peine même pas 10% donc, qu'on a pu mettre à la disposition donc, de la population. Nous espérons qu'à l'issue de cette visite, nous allons tirer les leçons et apporter le soutien nécessaire du gouvernement pour que cette région continue à être le moteur de développement agricole de notre pays. Ce qui permettra de conforter la place de la région, première productrice de coton, de fruits, deuxième en matière de céréales et d'élevage, mais qui occupe la 11e place en matière d'approvisionnement en eau potable avec un taux d'accès de 51,7%. Ce qui est curieux pour une région qui est abondamment arrosée. Alors donc là, nous allons vraiment travailler pour voir comment peut-être concevoir un programme spécial pour renforcer déjà ce qui s'est fait pour rendre l'accès à l'eau potable à un maximum donc de personnes et surtout rendre disponible la ressource pour augmenter la production agricole. Faire du monde rural le socle du développement du Burkina, le défi reste possible et les différents acteurs peuvent compter sur certaines ONG et institutions sous-régionales et internationales comme le SILS. Nous allons sur le terrain, nous allons certainement apporter notre contribution à nos États et à nos producteurs, à nos mères, pères et à nos techniciens. Nous allons créer de la synergie pour qu'ensemble et avec nos partenaires techniques et financiers, nous allons pouvoir relever ce défi et développer nos pays. Pour ce premier contact avec le monde rural burkinabé, Djimé Adoum a salué le courage des paysans et a laissé entendre que les portes de son institution restent ouvertes à l'ensemble des acteurs. À Bissiga, dans l'Oubri-Tenga, des douaniers, des forestiers, des policiers et des gardes de sécurité pénitentiaire ont fait ce 22 août le siège de la forêt classée, une armée de paramilitaires contre la désertification et l'insécurité écologique. 1500 arbres ont été plantés dans cette réserve forestière du plateau central. C'est la 8e fois que cette opération se mène pour sauvegarder la biodiversité. Ismaël Diloma Sirima et Adama Koulibaly. 1500 pieds d'acacia nilotica, c'est le nombre de plants que les corps paramilitaires constitués de la douane, de la garde de sécurité pénitentiaire, des eaux et forêts de la police ont mis en terre dans la forêt classée de Bissiga. Le choix de cette espèce se justifie par sa résistance aux conditions climatiques difficiles et son usage médicinal. Cette activité de reboisement, placée sous le thème « 1000 plants par corps paramilitaire pour notre biodiversité », entre en droite ligne dans la politique nationale de lutte contre la désertification. Nous apportons beaucoup d'attention au problème de désertification, d'avancée du désert et des changements climatiques. Nous avons pensé que l'un des moyens de remédier à cela ou de freiner le processus, c'est de planter des arbres. C'est dans ce cadre donc, que nous sommes ce matin ici à Bissiga pour encourager les corps paramilitaires. C'est la 8e année de suite que le site de Bissiga accueille le corps paramilitaire pour cette activité, un site sur lequel les organisateurs ont mis en place un processus de suivi. La direction provinciale de l'environnement du plateau central a été sollicitée pour mettre en place en tout cas un comité de veille pour pouvoir assurer la survie de ces plants-là. Parce que rien ne sert de planter, il faut entretenir, il faut veiller à ce qu'il ne soit pas détruit. Plus de 250 paramilitaires ont pris part à cette opération. Aussi, le ministre de l'Environnement se dit confiant de réussir le pari de la lutte contre la désertification avec des corps verts. Comment prévenir, atténuer et éradiquer la violence en milieu scolaire? Des acteurs de l'éducation ont leur idée. Après donc les concertations de Loubila, des recommandations sont faites à l'adresse du gouvernement. Le reportage de Salinana. Les 48 heures d'échange et de réflexion ont permis à ces acteurs de l'éducation d'évaluer la situation de la violence dans les établissements scolaires et universitaires. Il ressort des travaux que chaque année, l'école burkinabé est secouée par diverses formes de violence, souvent accompagnées de morts d'hommes. Les participants à cet atelier ont donc recommandé, entre autres, l'éducation à la paix et la mise en place d'une cellule de non-violence au sein des écoles et des universités. S'il y a une cellule de crise dont le rôle est non seulement d'anticiper sur les problèmes, mais aussi de pouvoir réagir rapidement chaque fois qu'il y a une crise, alors
Nous pensons que si ces mesures-là sont effectivement appliquées, on va quand même essayer de pouvoir circonscrire plus ou moins ces phénomènes au sein de nos établissements. Outre ces recommandations, le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école compte mobiliser toutes les couches de la société autour du phénomène à travers le dialogue et des séances de formation et de sensibilisation. Nous avons encore une liste d'activités, notamment des émissions radiophoniques et télévisuelles. Nous avons instauré des concertations auprès des ONG qui s'occupent du règlement des conflits et de la non-violence à l'école et auprès de certains chefs d'établissement et des sorties auprès des DR pour préparer une rentrée scolaire saine et sans violence. Les propositions faites seront soumises au gouvernement pour une analyse de leur application. Lesquelles propositions devraient contribuer à éradiquer toute forme de violence dans les structures d'enseignement au Burkina. Tout sur le Hajj, les formalités, les coûts de participation au pèlerinage, les activités entreprises par le Comité national de suivi du Hajj. Toutes ces informations sont disponibles désormais en ligne. Le Comité national a voulu innover par la mise en service d'un site web, pour faciliter l'accès à l'information aux candidats au Hajj. Moussaki et Adama Koulibaly donnent plus de détails sur ce site d'information. Reportage. Les informations relatives à l'agenda, aux visas, aux hôtels ainsi qu'aux compagnies de voyage pour le pèlerinage à la Mecque sont désormais disponibles sur ce site internet. Un site qui va apporter de la visibilité au Comité national de suivi du pèlerinage dans les lieux saints de l'islam. Vous entrez l'adresse, vous allez tomber sur la page d'accueil dans laquelle vous pourrez en tout cas explorer toutes les différentes rubriques qui vont vous servir de guide et d'information. Nous avons au total 5 rubriques. On a une rubrique accueil, on a une rubrique qui présente les membres du comité. Nous avons également une rubrique qui explique le rituel sur le Hajj. Et dans ce rituel, vous avez la possibilité de télécharger ce qu'on appelle le guide, qui va permettre aux pèlerins, en tout cas, de s'imprégner de la réalité sur le terrain. Le lancement ce soir de ce site-là nous réconforte parce que nous voulons travailler dans la transparence. Nous voulons que tout ce que le comité entreprend comme activité soit visible par tout le public. Donc, c'est une des recommandations même du gouvernement que nous sommes en train de suivre. Et nous souhaitons effectivement que par ce canal-là, tous les musulmans, tous ceux qui sont intéressés au Hajj, puissent l'exploiter à tout moment. La cérémonie parrainée par Oumarou Zungrana, vice-président du mouvement sunnite au Burkina, a été mise à profit pour visiter les locaux du nouveau siège du comité. Les populations peuvent donc désormais fréquenter ce site afin d'être au diapason des activités du comité. Après une première édition réussie, Abibou Sana rebelote avec l'acte 2 du tournoi de l'avenir du football féminin. Le tirage au sort des différentes confrontations s'est effectué hier. Dabakini nous donne plus de détails sur ces confrontations qui se jouent du 26 au 15 septembre prochain. 8 formations féminines seront sur la ligne de départ pour la course au trophée du tournoi de l'avenir du football féminin acte 2. 5 clubs de la capitale, à savoir les Princesses de Kadiogo, Gazelle FC, Avenir FC, USO et l'association burkinabé pour la promotion du sport féminin. De l'intérieur du pays, l'élite sportive internationale des Ignari, les Reines et les Gazelles du Yatenga offriront du spectacle footballistique féminin aux amoureux du ballon rond. Cette deuxième édition coïncide avec l'arrêt de la carrière de la promotrice, elle-même footballeuse. Une surprise qui est là aussi est que je dois prendre ma retraite, je dois déposer les crampons. Là, j'invite tout le monde de venir voir mon dernier œuvre que je vais fournir sur le terrain.
Sana Abibou est une femme engagée, une femme professionnelle. C'est vrai en football, mais dans ce qu'elle fait. Elle a fait la première édition et elle a montré son engagement à réussir les belles choses qu'elle entreprend. Cette année, pour cette seconde édition, elle m'a contacté et j'ai donné mon accord pour la soutenir. Le sport également fait partie des pans à développer au niveau de Burkina Faso. Et également la femme dans le sport, la femme dans le football, c'est également une contribution pour le Burkina Faso. L'une des innovations de cette édition, c'est l'implication de la Ligue du Centre et de la Ligue nationale de football dans l'organisation pour plus de professionnalisme. Mais notre souci demeure, le budget prévisionnel de 18 millions de francs CFA n'est pas encore bouclé. Vraiment, le budget n'est pas encore bouclé. J'invite tout le monde qui a bonne foi, qui aime le foot, qui n'a qu'à venir à nous soutenir. Parce qu'on dit une seule main ne peut pas ramasser la farine. Je pense que si eux tous s'aident, et je crois que vraiment on va y arriver. Y arriver pour que le match d'ouverture du 1er septembre prochain entre Princesse FC et Gazelle FC, par le hasard du tirage au sort, soit effectif. Un match d'ouverture aux allures de finale. Hors de chez nous, au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a livré son premier discours à la nation après son écrasante victoire à la présidentielle. Il promet d'être le président de la réconciliation et s'engage à œuvrer pour le rassemblement des Maliens autour des idéaux de paix et de tolérance. C'est le premier discours d'Ibrahim Boubacar Keïta depuis sa large victoire au second tour de l'élection présidentielle malienne le 11 août dernier. À Bamako, devant la presse et ses militants, le nouveau président s'engage à œuvrer au rassemblement de tous les Maliens. Autour des idéaux de paix, de tolérance, nous construirons une démocratie vraie, apaisée et transparente, respectueuse, où chaque citoyen, quel qu'il soit, trouvera sa place. Je serai le président de la réconciliation nationale. Cette réconciliation est nécessaire pour faire face aux exigences légitimes de notre peuple. Ibrahim Boubacar Keïta a ensuite dressé la liste de ses priorités. Reconstruction d'un État de droit, redressement de l'armée et de l'école, lutte contre la corruption, développement économique et social pour que tous les Maliennes et tous les Maliens profitent des progrès que nous ferons, que nous ne manquerons pas de faire. Le discours d'Ibrahim Boubacar Keïta a duré environ 6 minutes, pas plus. Mais il n'a pas oublié d'adresser un salut républicain et fraternel à son adversaire, Soumaïla Cissé. Le nouveau président malien a donné rendez-vous à son peuple le 4 septembre, jour de son investiture.